jaajëfal bu baax a baax mbokk auditeur yu ñuy déglu fii ci 94.0 RFM weekend pàcc bu mujj bi ñu koy rek daal di wéyal doore ko ak li nga xamante ni moom mooy Ecorex di nag rubrique bu ñu jagleel lépp luy kon richesse bu jógee ci suuf si ñu ànd ci ak Abdou Diouf Junior. Corps des présumés délinquants économiques épinglés par la Cour des comptes, les ministères dirigés par Moustapha Diop, Ali Ngouille Ndiaye, les directions du CICES, de la SNCS, de la SOGEM, de la SONES, à la Caisse de dépôt de consignation. La Tour des Mamelles semble éclabousser son ancien directeur général. Alioune Sall se défend dans ce journal. Suspension des exportations de graines d'arachide. Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide salue la décision des autorités. Cela va permettre, selon le COPEGA, de protéger le capital semencier. Une Binta pas comme les autres dans Tranche de vie de ce samedi. Ses échecs répétés au baccalauréat ne l'ont pas rendue oisive. Bien au contraire, Binta Sen a fait son choix professionnel, devenir menuisier. La jeune dame se raconte. À la technique de ce journal, il y a Abdoulaye Diop et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Après avoir remis ses rapports annuels 3 ans consécutifs hier au président de la République, la Cour des comptes rend public ses rapports 2015, 2016 et 2017, rapports déjà repris par la presse du jour. En direct de la conférence de presse, Pape Bess Diba, bonjour. Bonjour, Binta Diallo. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, Binta Diallo, c'est que la question sur laquelle la Cour des comptes était attendue est celle relative au retard dans la publication des rapports. Le premier président s'en est expliqué pour Mamadou Faye. Il s'agit juste de facteurs internes et non externes. Mais il rassure, tout cela est maintenant derrière eux. En octobre 2020, les rapports 2018 et 2019 seront remis au président de la République. Voilà donc ce qu'a dit le président de la Cour des comptes au président de la République et au public, puisque c'est une obligation. C'est aussi une exigence démocratique, a dit le président de la Cour des comptes. Alors, au terme des 3 rapports donc présentés, la Cour a eu à faire 331 recommandations. Et parmi ces 331 recommandations, 190 ont été mises en œuvre. Il s'agit, entre autres observations faites par la Cour, des défaillances des organes de gouvernance, des dysfonctionnements, des manquements dans la gestion, manque de transparence, mauvaise exécution des marchés, entre autres observations faites par la Cour des comptes qui a procédé à des audits entités et à des audits thématiques. Sur tout cela, Binta Diallo, nous y reviendrons. C'était donc Pape Bess Diba en direct de la conférence de presse à l'hôtel Pullman pour RFM. Rendez-vous est pris. Merci. Pape Bess Diba. Des ministères et des directions générales sont passés à la trappe pour présumer mauvaise gestion. Celui du ministère de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, du ministère de l'Industrie dirigé par Moustapha Diop, des directions générales du CICES, de la SNCS, de la SOGEM et de la SONES. La Caisse de dépôt et de consignation a été également épinglée par la Cour des comptes concernant surtout le projet de la Tour des Mamelles exécuté par son ancien directeur. Alioune Sall se défend et explique que la Cour des comptes n'a jamais audité sa gestion. Ces propos ont été recueillis par Babacar Fall. Pendant tout mon séjour à la Caisse de dépôt et de consignation de septembre 2017 à juin 2019, je n'ai jamais reçu une mission de la Cour des comptes. Je suis donc étonné de lire dans les journaux que des projets qui sont ultérieurs au passage de la Cour des comptes et notamment le projet de la Tour des Mamelles qui, je rappelle, a été pensé, développé et financé bien après le passage de la Cour des comptes. Je voudrais aussi préciser, puisque effectivement il est possible que la Cour des comptes ait critiqué le projet de logement aux Mamelles, en se fondant d'ailleurs sur la loi de 2006 créant la Caisse de dépôt et de consignation, je dois préciser
que le rapport méconnaît, et c'est tout à fait compréhensible, la loi votée en juillet 2017, avant ma nomination, mais remplaçant la loi de 2006. Et dans la loi de 2017, il est précisé que la Caisse des dépôts avait pour mission non seulement de promouvoir les logements sociaux, mais aussi les logements de standing. Ce qui justifie l'investissement ou les projets d'investissement dans le cadre des logements de standing quand je suis passé à la Caisse des dépôts. Je précise aussi qu'il ne faut pas confondre le projet de logement au Mamelles que j'ai trouvé à la Caisse des dépôts et le projet de Tour des Mamelles que nous avons initié, je le répète encore, bien après le passage de la Cour des comptes, et projet qui se justifie par les dispositions de la loi de 2017 remplaçant la loi de 2006, loi dans laquelle il est stipulé clairement qu'une des missions de la Caisse des dépôts, c'était les logements de standing et pas seulement le logement social. Alioune Sall, malgré les réticences de la Cour des comptes, avant même son arrivée à la CDC, a quand même maintenu le projet après sa nomination. La pose de la première pierre a eu lieu au mois d'avril dernier. Son coût avait suscité beaucoup de polémiques, 38 milliards de francs CFA. L'ANAMO a été également cité dans le rapport de la Cour des comptes. Son directeur général réagit et dit n'avoir rien à se reprocher. Maodo Malik Mbaye avec Awa Mbaye. D'abord, saluer le travail fait par la Cour des comptes, qui est un prestigieux corps de l'État et qui fait un travail de contrôle des politiques publiques. Je voudrais juste dire que par rapport à cette information judiciaire, il ne s'agit pas de poursuite, il ne s'agit pas d'arrestation, il s'agit juste d'une enquête. Et le cas échéant ne saurait viser le directeur général que je suis. Ça, c'est l'agent comptable qui est interpellé par l'émission de chèques. Et il ne s'agit pas à son temps, il avait donné des éléments d'information et de réponse qui, me semble-t-il, n'ont pas été pris en compte dans le document final. Dans tous les cas, ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'avons rien à nous reprocher dans la gestion de cette boîte qui, au mieux, en 8 ans, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour répondre à notre cœur de métier, qui est l'insertion, la lutte contre le chômage et le sous-emploi. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM. Binta Diallo. Vous suivez le journal à 12h07 et nous parlons de tout à fait autre chose. Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide en phase avec la décision relative à la suppression des exportations, une décision sage et salutaire d'après le président du COPEGA parce que cela vise à protéger le capital semencier. Habib Thiam de préciser que les encours ne sont pas concernés. Il est joint par Ndate Diop. C'est pas une surprise pour nous parce que c'est d'un commun accord avec les COPEGA, avec aussi les acteurs qu'on a pris la décision. C'est une décision qui est récurrente chaque année parce que dans le souci de préserver les semences, parce que qui dit de semences aussi dit production. Je pense que c'est une décision sage parce que cela veut dire que nous sommes souciés aussi des semences parce que si nous voulons exporter l'année prochaine, je pense qu'il faut produire et qui dit production aussi dira semence. Est-ce à dire que le capital semencier est sérieusement menacé? Non, c'est pas parce que le capital semencier est menacé qu'on a fait une suspension. C'est-à-dire que la suspension, elle est annuelle. Chaque année, on suspend les exportations à une période bien déterminée et bien si on atteint un volume pour au moins se garantir à 100% que les semences seront préservées. S'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de péril à la demeure parce que en termes de semences certifiées, en semences de semences écrémées, la commande du gouvernement a atteint plus de 80%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de péril à la demeure. Mais comme habituellement, on opérait quand même à une suspension des exportations pour mieux assainir le secteur des semences, je pense que c'est urgent aujourd'hui d'arrêter et de reprendre après les semis. Et que d'ailleurs, je dis qu'il y a des encours des exportations qui ont déjà préparé des conteneurs, qui ont déjà préparé des arachides qui vont à l'analyse. Après constatation des stocks qui sont dans les centres de dépôt et qui sont en cours d'acheminement, le ministre de l'Agriculture, il a permis quand même de finir ces stocks qui sont évalués. Et que ces stocks évalués sont terminés, ça veut dire qu'il y a une suspension directe par rapport à ces acteurs qui sont bien identifiés. Dans les départements de Thiès et de Tivaouane, la campagne agricole a créé beaucoup d'inquiétudes, ce qui fait que les partenaires et les autorités administratives ont lancé un programme d'intervention rapide d'urgence à l'endroit des couches les plus vulnérables. Objectif contribuer à la réduction de la pauvreté, cher Anta Diop. Face aux éventuelles difficultés des familles
familles démunies dans le monde rural, des partenaires au développement se sont mobilisés pour mettre en œuvre un projet d'intervention rapide d'urgence qui doit être réalisé à l'endroit des ménages les plus vulnérables, particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Un projet de grande envergure à la gouvernance de Thiès. Anne Diop, la coordonnatrice du projet Crise alimentaire. Projet d'intervention rapide d'urgence qui doit être réalisé à l'endroit des ménages les plus vulnérables et particulièrement à l'endroit des enfants âgés de 6 à 9 mois, des femmes enceintes et femmes allaitantes. Nous allons intervenir au niveau des départements de Thiès, de Mbour et de Tivaouane. Et l'objectif de ce projet est de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire. Nous allons contribuer à la réduction de la prévalence de la malnutrition dans ces départements. Un comité de pilotage a été mis en place. Les sous-préfets de Meouane, Niakhène ont fait part des nombreuses difficultés qui plombent plusieurs ménages dans leur localité. Effectivement, la présente campagne agricole de 2019 qui a effectivement créé cette inquiétude parce qu'il a été constaté l'arrivée tardive des pluies qui sont caractérisées donc par une pluviométrie déficitaire, surtout au niveau de la partie nord et au centre. Et cette situation a un effet sur la production agricole et fourragère. Devant cette situation, les ménages, en fait, les ménages vulnérables seront les plus affectés. Tous les moyens seront mobilisés, dira l'adjointe au gouverneur de Thiès, pour rompre définitivement le cycle de la pauvreté au niveau des départements de Thiès et Tivaouane. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Beaucoup de difficultés au village de Ngueye dans cette commune de Ngoy. L'insécurité s'érige en maître, l'enclavement et l'absence d'électrification n'en parleront pas. La cité religieuse appelle l'État à l'insérer dans le programme de modernisation des cités religieuses. Babacar Diouf. Darungege, un village très populaire de la commune de Ngoy dans le département de Bambey, souffre de son enclavement et de sa non-électrification. Lamine Fall parle à leur nom. L'électrification qui est une nécessité, nous avons ici. De son enclavement et de sa non-électrification. Lamine Fall parle à leur nom. L'électrification qui est une nécessité, nous avons ici la ligne MT qui passe à moins de 100 mètres donc, du village. Donc, alors non. L'électrification qui est une nécessité, nous avons ici la ligne MT qui passe à moins de 100 mètres donc, du village. Donc nous sollicitons vraiment, Monsieur le Président de la République, donc, de faire un effort pour vraiment aider cette localité. En Ngoy, actuellement, on n'a pas de poste de gendarmerie, on n'a pas encore de poste de police. Et donc tout ça, nous le sollicitons pour que nous puissions avoir une sécurité meilleure. La route qui relie donc Darungege jusqu'à Bambey Fatick, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait moins de 2 km. Donc si nous pouvions avoir une liaison directe entre cette route, donc Darungege à cette route, ce serait mieux. Cité religieuse, puisque fondée sur une école de Serigne Touba, la localité demande à être logée dans le programme de modernisation des cités religieuses. Donc ça c'est très important. Donc nous sollicitons aussi pour le village vraiment un poste de santé digne de son nom. Donc en face de nous, nous avons la grande mosquée. Donc nous avons fait tous nos moyens donc, jusqu'à présent. Mais nous sollicitons quand même vraiment l'aide de toutes les autorités, de tous ceux qui peuvent faire donc, pour vraiment que ce village aille de l'avant. En prélude au Gamou annuel prévu courant février, les membres du comité d'organisation pensent élever la voix pour se faire entendre afin d'obtenir solution à leurs problèmes. Bambey, RFM Babacar Diouf. Et en attendant d'accueillir le Conseil des ministres décentralisé, Matam réclame la finition des travaux de construction des routes. La 14e région du Sénégal se plaint également de son enclavement. Le ministre conseiller Abdoulaye Salissal a tenté de calmer la colère des populations en tournée de remobilisation dans la commune de Nabadji-Civol. Ali Bandelian. Depuis l'annonce de l'arrivée du chef de l'État pour présider la réunion du Conseil des ministres en mars à Matam, le sujet est au centre de l'actualité. Retard des grands travaux de l'État, la construction de l'ISEP, le désenclavement du Dandemayo, l'insécurité alimentaire, autant de préoccupations à travers lesquelles les populations interpellent le président Macky Sall. Un séjour dans lequel bon nombre de Matamois projettent de manifester leur impatience. De retour au Bercail après près d'1 an d'absence, Abdoulaye Salissal, le ministre conseiller et maire de Nabadji-Civol, estime que mieux vaut tard que jamais. La route Ndjoum-Ourossogui-Bakel. Et je pense que monsieur le président de la République Macky Sall a lui-même en personne voulu que ça aille vite. La preuve, c'est que c'est un marché unique, mais il l'a sectionné en 4 parties.
Maintenant, il y a eu des problèmes techniques qui étaient liés à l'hivernage. Aujourd'hui, nous avons dépassé ces problèmes. Monsieur le Président de la République suit de très près cette affaire. Et il y a une très bonne partie qui est terminée dans ce tronçon, qui n'est pas petit parce que c'est un tronçon de 350 km. Donc voilà, ces travaux vont finir très bientôt. Et aujourd'hui, vous avez vu le changement perceptible partout. Maintenant, on ne peut pas tout faire, ça c'est vrai. Les populations aussi réclament toujours d'autres choses. Par exemple, l'université de Matam. Mais je suis sûr et certain que vous allez voir ce qui va se passer entre les populations et le président de la République. Il va leur parler directement et je suis persuadé qu'il viendra avec beaucoup de choses qui va définitivement taire cette affaire de polémique concernant les infrastructures. Abdoulaye Salissal, le maire de Nabadji Civol, qui entame ce week-end une tournée de remobilisation dans toutes les localités de sa commune. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Le Cleaning Day à Ziguinchor est un véritable flop ce samedi. Les populations ont d'autres chats à fouetter que de donner des coups de balai. C'est pourquoi les autorités administratives comptent davantage faire dans la sensibilisation et la vulgarisation de ce projet si cher au chef de l'État, Lamine Ba à Ziguinchor. Il n'a fallu que 2 journées pour se rendre compte de la démobilisation et de l'absence d'engouement autour du Cleaning Day. Seuls quelques rares jeunes se sont joints ce matin aux autorités au site choisi pour abriter la cérémonie symbolique du Grand Balai. L'adjoint au gouverneur en charge des questions administratives, Maïdion, s'en désole. On n'a pas encore senti l'engouement pour l'appropriation globalement par les populations. Ça, lors d'une réunion de CRD, on en avait échangé profondément avec la collectivité territoriale, alors indiquant qu'ils devraient tenir des rencontres périodiques, mais au niveau des quartiers avec les délégués de quartier, les ASC et les populations, afin de les sensibiliser davantage. Voilà, véritablement, c'est un peu déplorable. L'un des adjoints au maire de la commune de Ziguinchor, Taïbou Diédiou, explique ce manque d'engouement autour de l'événement. Le samedi ne convient pas trop, parce que les bras, la plupart c'est des élèves, c'est des étudiants, c'est des travailleurs, voyez-vous. Et le samedi, c'est un jour ouvrable. C'est ce qui permet de constater aujourd'hui que véritablement, les populations ne sont pas sorties. Pour la ministre du Commerce, Assom Aminata Diatta, venue prendre part à l'opération de nettoiement, la solution réside dans l'organisation des populations dans leur propre quartier. Alors, les solutions, selon moi, c'est justement qu'on organise les populations dans leur propre localité. Voilà, donc chacun doit s'organiser et faire en sorte que les personnes qui habitent son quartier puissent au moins nettoyer le quartier. C'est ce qui est recherché. C'est pas seulement que les personnes aillent dans un lieu bien déterminé, mais plutôt que chacun puisse le faire. Nos interlocuteurs souscrivent à l'idée d'une politique plus contraignante pour obliger les populations à adhérer à cette initiative qui peine à convaincre ici. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. En Fatick, par contre, le Cleaning Day a mobilisé aujourd'hui au devant de la scène le gouverneur de région et le maire de la ville. Tous ont appelé les habitants à s'approprier ces journées nationales. Aminata Goudiaby. Tout démarre à la gare routière de Fatick, porte d'entrée de la ville. Muni d'une pelle, le maire de la commune ouvre la 2e édition des journées nationales de nettoiement. Matar Ba lance un message particulier aux occupants de cette gare routière que sont chauffeurs et commerçants. Nous avons trouvé une gare routière qui était dans un état extrêmement difficile. On est parvenu en tout cas à nettoyer. Mais je lancerai un appel à l'ensemble des membres et des gestionnaires de cette gare routière. Le nettoiement, ils doivent être les premiers sur le terrain. C'est pas encourageant de nettoyer et de voir même les occupants, la gare routière continue à vaquer à leurs occupations. Vous avez vu qu'il y a des chauffeurs même qui aujourd'hui ne regardent faire. Cela ne rassure pas. Après la gare routière, cap sur une autre vitrine de la commune de Fatick, le boulevard Macky Sall, les populations se sont fortement mobilisées pour rendre cette grande rue propre. Le maire s'en félicite. On ne peut rien faire sans une bonne hygiène. Fatick a bien compris le message du président Macky Sall. Fatick s'engage en tout cas à prendre en charge cette question qui est une question extrêmement difficile, mais facile aussi si tout un chacun en fait son propre problème. Les autorités administratives disent avoir reçu beaucoup de matériel de nettoiement de la part du ministère de l'Hygiène publique, mais aussi de d'autres structures de l'État. Le gouverneur Seynabou Gueye appelle les populations de Fatick à s'approprier davantage ce Cleaning Day initié par le chef de l'État. La commune de Fatick a permis aujourd'hui à ce qu'on ait beaucoup de matériel, mais il y a aussi le ministère en charge de l'Hygiène publique, il y a aussi le ministère de l'Environnement. Il y a des personnes de bonne volonté qui se sont joints à nous pour nous aider par rapport à cette journée. Parce que chaque jour, nous devons nous efforcer d'être propres partout. La mairie de Fatick, de son côté, s'est engagée dorénavant à jouer les premiers rôles pour les prochaines éditions. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. L'actualité internationale.
À 12h19, les Sénégalais établis en Mauritanie lancent un téléthon de 2 jours à partir d'aujourd'hui. Objectif, mettre en place un fonds d'aide aux Sénégalais en difficulté. Ngoni Dione est le président du mouvement des femmes de la Fédération des associations et groupements des Sénégalais établis en Mauritanie. Il est au micro de Mohamed Diop. On a souvent des malades et des décès à évacuer. Il y a même des migrants sénégalais en détresse. Il nous faut donc un fonds pour les aider. Nous en appelons les Mauritaniens, les Sénégalais, et en tant que femmes, nous insistons sur la contribution de Marième Faye Sall. Le social que vous faites au Sénégal, nous en avons vraiment besoin ici. Et nous devons préciser qu'il ne s'agit pas que les Sénégalais doivent rentrer parce qu'ils ont des problèmes, mais plutôt de soutenir nos compatriotes en difficulté. Les sports, c'est avec Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Binta et bonjour à tous. Nous démarrons avec du football féminin. Le Sénégal affronte la Sierra Leone cet après-midi. Match prévu à 17h au stade Alassane Djigo de Pikine. Match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Junior 2022. À l'aller, les Lioncelles avaient gagné par 1-0, un avantage qu'elles comptent garder à domicile. Le responsable du foot féminin, la Fédération sénégalaise de football, demande au public de venir soutenir l'équipe du Sénégal. C'est une Dirsek que je vous propose de suivre. Les Lions sont déjà prêts car depuis notre retour, nous sommes en regroupement et pour préparer de manière très sérieuse ce match retour. Certes qu'on a gagné au match aller, mais il reste une manche, donc c'est la deuxième partie, il faut la jouer à fond pour la gagner. Et j'appelle tout le peuple sénégalais à venir en masse au stade Alassane Djigo aujourd'hui à 17h pour encourager leurs sœurs. L'entrée elle est gratuite et libre. C'est une première de passer ce premier cap pour le football féminin au niveau de la catégorie U20 et c'est très important pour nous de passer ce premier cap et d'essayer de continuer à aller le plus loin possible dans ces éliminatoires et pourquoi pas ne pas se qualifier. Passer ce premier cap donc en éliminant l'équipe de la Sierra Leone qui a été déjà battue à domicile par 1-0. Le match est prévu à 17h au stade Alassane Djigo. Les autres affiches de ces éliminatoires du premier tour donc de la Coupe du Monde féminine U20, notez que la Guinée-Bissau reçoit la Mauritanie cet après-midi. À l'aller, les Bissau-Guinéennes avaient gagné 6-0. La Gambie qui affronte le Burkina Faso, les Scorpions gambiens ont perdu à l'aller 2-3 et puis la Guinée qui reçoit le Libéria. Le Libéria avait pris le dessus lors du match aller 3-0 Binta Diallo. Et puis la Ligue 1 sénégalaise qui démarre sa 8e journée aujourd'hui. 4 matchs au programme. Au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 16h30. Le Jaraaf 7e reçoit Teungueth FC, leader et invaincu en 7 journées. Le champion en titre, Génération Foot, en difficulté en ce début de saison, est 9e, joue l'US Gorée à Denis Biramdao. Les insulaires derniers au classement ont enregistré leur première victoire. C'était lors de la 7e journée. Au stade Ibrahim Boy de Ndjarem, c'est à Guédiawaye. NGB donc, qui joue contre le stade de Mbour à 17h au stade de la Dior. Snaps AS Douane, match prévu également à 17h. La suite de cette 8e journée de Ligue 1 demain dimanche avec au stade Alassane Djigo à 17h, la Pékin qui joue le Casa Sport, au stade Caroline Faye à 16h, Mbour Petite Côte, Dakar Sacré-Cœur, et puis au stade Albouri Ndiaye de Louga, Njambour Djambar de Sali. Le match est prévu donc demain à 17h Binta Diallo. On joue également en Ligue 2 avec comme match prévu donc ce samedi 2 matchs. Demba Diop FC qui joue à Guédiawaye Pro au stade de Caroline Faye 16h30, J Fatick Sonacos au stade Massensen de Fatick 16h30. La suite donc demain dimanche avec entre autres matchs de la Linguère de Saint-Louis qui reçoit Africa Promo Foot, c'est donc à Saint-Louis Binta Diallo. En Europe, on joue dans les différents championnats. Nous démarrons avec l'Angleterre. L'Angleterre où on joue la donc 25e journée de Première Ligue ce samedi tout à l'heure à 12h30. Le premier match va opposer Leicester à Chelsea, le 3e contre le 4e. On choque donc dans cette Première Ligue.
À 15h, Liverpool sans Sadio Mané joue Southampton. Liverpool est leader, Southampton est 9e. Et puis West Ham Brighton à la même heure. Également noté ce match entre Watford et Everton. Crystal Palace joue Sheffield United. Et puis Manchester United qui joue Wolverhampton. Le match est prévu à 17h30. En Espagne, le Real Madrid, Atlético Madrid, le derby madrilène est prévu à 15h. Le Real donc qui est leader de la Liga avec 3 points de plus que le Barça qui affronte l'Atlético Madrid qui est 5e au classement. C'est le match donc phare de cette 22e journée en Espagne. Le championnat allemand à présent avec le Bayern Munich qui est 2e, qui joue à Mayence à 14h30. Notez également ce match entre le Borussia Dortmund et l'Union Berlin également à la même heure. Le Borussia Dortmund est 4e au classement de la Bundesliga allemande. Et puis la France où le Paris Saint-Germain joue Montpellier à 16h30. Également Angers-Reims, Monaco qui se déplace à Nîmes. Hier, en levée de rideau de cette 22e journée, Rennes est allé battre Nantes par 3-2. Notez que Mbaye Niang donc a raté un penalty dans ce match et Rennes finalement qui gagne et maintient sa place au classement. Rennes est 3e au classement de la Ligue 1 française. À 12 points du leader, le Paris Saint-Germain. Cyclisme à présent, Youssouf, autour du fleuve. La 5e étape se dispute ce matin. À l'instant, 95 km entre Dagana et Ndjoum. En tête de peloton, les coureurs de Mbour Petite Côte, comme depuis le début de cette course internationale. Un de ces coureurs, Asmalik Diallo, a même remporté la 4e étape hier. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de son leader, Bekaye Traoré, sur la route du Tour cycliste du fleuve. Notre envoyé spécial, Mamadou Diagne. Les pensionnaires de Mbour Petite Côte ont encore montré leur suprématie sur cette 4e étape. Allant de Dagana Thily Boubacar Dagana, distante de 96 km, elle a été remportée par Asmalik Diallo de Mbour Petite Côte. Des résultats qui sont le fruit d'une bonne préparation et de l'expérience de leur capitaine et coach Bekaye Traoré. La course, on a bien préparé et aussi donc c'est à cause de ça donc on montre les gars, on est les plus forts. Ouais, chaque fois que je vois qu'il y a un fight et aussi donc j'essaie d'imposer. Si donc quand j'impose, ça coupe et aussi donc c'est ça l'avantage. Ouais, et aussi depuis presque 15 ans je fais du vélo donc j'ai beaucoup d'expérience sur le vélo et aussi je sais où et quand. J'ai beaucoup d'expérience par rapport à eux parce que donc sont des jeunes et aussi donc c'est à cause de l'expérience que je les coach un peu et aussi donc chaque fois que ça paye. Moi donc j'ai pas besoin de gagner ou bien quoi que ce soit. Venu représenter l'idylle de la commune de Dagana, la première adjointe au maire Anta Diop Ndiaye magnifie le choix porté sur sa commune et promet d'accompagner le tour. Vraiment satisfaction totale parce que vraiment nous remercions les organisateurs d'avoir choisi la commune de Dagana pour abriter vraiment ce sport. Nous accompagnons généralement la jeunesse, le sport en général, mais cette fois-ci on va prendre en charge Tour du Fleuve dès l'année prochaine. Seul européen de la course, le français Guillaume Baudouin garde toujours son titre de meilleur cycliste étranger. Quant au Sénégalais Bekaye Traoré, il reste toujours leader du Tour du Fleuve. Mamadou Diagne, Dagana, Radio Futur Média. Mamadou Diagne donc qui suit à l'instant la 5e étape entre Dagana et Ndjoum. Et puis ces tristes nouvelles qui ont frappé le monde du sport avec le décès de notre confrère Demba Mbalo qui est donc reporter photographe spécialisé en sport. Il est décédé donc hier à Dakar. La levée du corps est prévue cet après-midi à 15h à la grande mosquée de HLM Grand Médine. Demba Mbalo donc qui était administrateur du site Sport Sénégal. Et nos condoléances à sa famille, également à tous les confrères de la presse sportive sénégalaise, également le football Saint-Louisien et Kaolackois en deuil avec le décès de Marouane, ancien footballeur au Real de Kaolack, espoir de Saint-Louis, mais aussi à la Linguère de Saint-Louis, le défunt et le frère cadet de notre confrère Mamadou Pascal Wan, décès survenu hier à Dakar, la levée du corps également. Prévu aujourd'hui à 14h à la grande mosquée de Thiaroye Azur. L'enterrement est prévu à Yoff, à Binta Diallo. Et que la terre leur soit légère. Merci beaucoup Youssouf.